Socrate, 400 ans avant Jésus-Christ, disait « La maladie vient de l'extérieur, mais la guérison doit venir de l'intérieur ». De remise en question à toute ma vie, qui était une vie tout à fait folle. Je dormais plus à l'hôpital que chez moi à la maison. J'étais toujours sur adrénaline. En fait, les nuits étaient même à la maison. Je me réveillais parfois, je ne savais plus si j'étais à la maison ou bien à l'hôpital. Un exemple simple, face à un stress, moi je peux faire de l'hypertension. L'autre, il fait un ulcère à l'estomac. Oui. L'autre fait son cancer. L'autre, il ne fait rien du tout. Il passe sans problème. Tu vois, c'est ça qui est vraiment, dans cette médecine, qui est génial, c'est que tu essaies de comprendre l'apparition de la maladie, le développement de la maladie. Et cet enfant, quand tu le regardes, malgré tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, il a toujours une lueur d'espoir et de lumière dans ses yeux. Et il se bat en toute humilité, en tout silence. C'est fini. Une fois que tu crois son regard, tu ne peux pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Avec Naître princesse, devenir guerrière, j'ai à cœur de partager avec vous des histoires de vie, des histoires de chute et de rebond, des histoires touchantes, des histoires de personnes engagées et passionnées, comme mon invité de ce jour, le docteur Charbel Abi-Chahine, je dirais plutôt l'hyper touchant docteur Charbel Abi-Chahine. Dans la première partie du podcast, il nous parlera de son parcours de médecin, de l'événement en 2009 qui a chamboulé sa vie et qui aurait pu lui coûter la vie, et de tout son travail de recherche qui a suivi cet événement. Il a voulu comprendre ce qui lui était arrivé et pourquoi, malgré la chirurgie, il devait continuer à prendre des médicaments qui provoquaient à leur tour d'autres problèmes de santé. Habité par une soif de connaissance, il a découvert l'endobiogénie, qui est une approche neuro-endocrinienne. Donc, comme son nom l'indique, c'est une approche basée sur le système nerveux et sur le système hormonal. Je lui ai demandé de nous expliquer cette approche avec les mots qu'il utiliserait avec un enfant de 8 ans. Donc, c'est facile, imagé et surtout fascinant. Personnellement, c'est une approche qui me parle beaucoup et qui m'a beaucoup aidée. Elle est basée sur la médecine intégrative. Le patient est considéré dans sa globalité. Comme dit Charbel, l'homme ne peut être morcelé en sous-parties ou en organes à soigner. L'homme est un tout et s'adapte en permanence à l'environnement et par conséquent, doit sans cesse retrouver un certain équilibre. C'est de cet équilibre qui évolue perpétuellement dont on parle et du rôle de l'endobiogénie dans cette harmonie entre toutes les parties du corps. C'est important pour moi, à travers ce podcast, de faire découvrir des approches complémentaires à la médecine conventionnelle. J'ai bien dit complémentaires. Dans la deuxième partie du podcast, Charbel nous parle du petit Charbel, un petit garçon orphelin qui a été adopté à 1 an, mais malheureusement, sa mère adoptive est décédée du Covid. On va parler ici du grand Charbel et du petit Charbel, ce sera plus facile pour la compréhension. Donc le petit Charbel avait déjà des soucis de santé suite au décès de sa maman biologique, mais il a rechuté gravement après le décès de sa maman adoptive. Aujourd'hui, il a 7 ans et son état de santé est préoccupant, et le grand Charbel aimerait faire tout ce qu'il peut pour le sauver. Je vous laisse découvrir cette histoire très touchante qui illustre magnifiquement la générosité de cœur du grand Charbel et à quel point on peut tous, à notre façon, apporter notre petite pierre à l'édifice. Comme disait Mère Teresa, nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Bonjour Charbel. Bonjour Delphine. Quel plaisir de t'interviewer aujourd'hui. On commence toujours de manière un petit peu classique, on se présente. Moi, je te connais, mais les auditeurs ne te connaissent pas. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaissent quand même, mais voilà, j'aimerais bien que tu fasses une petite présentation
professionnel, personnel. Enfin, tu me dis ce que tu veux de toi, aussi bien professionnel que personnel. Comme ça, on apprend à te connaître un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Très bien, merci d'être là aujourd'hui. Donc voilà, je suis le docteur Abi Chahine Charbel. Charbel est le prénom et le nom est un nom composé. Je suis d'origine libanaise et je suis arrivé en Belgique au début des années 90 où j'ai fait mes études de médecine après avoir obtenu au Liban une maîtrise en sciences à la faculté de sciences à l'université libanaise. Et donc j'ai fait mes études de médecine à Liège. Ah, oui. Oui, donc je suis de Liège, voilà, où j'ai vécu une très grande partie de ma vie dans cette ville que j'adore. Et j'ai fait la médecine des urgences avec une orientation chirurgicale où j'ai été formé par un très grand orthopédiste pour finalement m'orienter comme médecin urgentiste, spécialiste en médecine aiguë, qui est en Belgique une spécialité. En France aussi? En France aussi, je suppose, oui. Et donc urgentiste, c'est vraiment aux urgences, quoi. Ou alors c'est tout ce qui est trauma. Oui, en fait, moi j'avais une formation de urgentiste à orientation chirurgicale. Je m'occupais d'un poste de tout ce qui est urgence chirurgicale donc chirurgien en fait, en quelque sorte. En chirurgien aux urgences. Oui. Dans un très grand centre hospitalier à Liège. Oui. Voilà. Et ceci jusqu'à 2014 où j'ai complètement abandonné les urgences. Oui. Voilà. Tu peux nous dire pourquoi? Dégoûté par les urgences? Non. La médecine des urgences est une médecine qui me convenait très bien. C'est une médecine vraiment très pleine de surprises, pleine d'adrénaline. Surtout quand tu fais des sorties SMUR, les ambulances. C'est une médecine où les médecins ne s'ennuient jamais parce que il y a beaucoup d'actions. Hein, donc on ne sait pas à quoi on peut s'attendre pendant la journée. Mais en 2009, j'ai eu un grand problème de santé qui m'a poussé à ralentir un peu mon rythme pour complètement arrêter les urgences en 2014. Mais ça, tu veux tout savoir, c'est ça? Tu me dis juste ce que je ne le savais pas, donc tu me le dis. Non, tu me dis ce que tu veux, mais voilà. Donc, c'est une bonne leçon pour un médecin qui a dû écouter son corps. Donc en 2009, je faisais c'est une histoire on va un peu retourner au Liban alors. Si tu veux bien la raconter, moi je t'écoute. Moi j'aime les histoires. En fait au Liban, bien sûr c'est mon pays et la Belgique aussi c'est mon pays. Et au Liban, chaque été, je faisais un pèlerinage, je le fais toujours, dans un monastère à 1500 mètres d'altitude qui s'appelle le monastère de Saint-Charbel. Ah, ok. Donc voilà, et en 2009, en août 2009, j'ai fait ce pèlerinage. Donc il faut monter de 0 mètre d'altitude à 1500 mètres d'altitude à pied. Okay. Donc ça prend 4 heures, 4 heures et demie. Moi, un grand sportif, j'ai dit ça va. Quand même un gros dénivelé quand même. Oui, beaucoup de dénivelé, mais on le faisait avec des amis, donc ça allait. Mais en 2009, ça n'allait plus. Donc je ne savais plus pourquoi. Je montais, plus je montais, plus je devais m'arrêter. Donc j'étais vraiment souffle coupé, très essoufflé, à court d'haleine. Je n'avançais plus, j'avais l'impression que je montais sur la lune, quoi. Et tu avais jamais eu aucun problème de santé? Non, c'est ça qui était bizarre. En fait, j'avais une vie, comme je te disais, très active. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ressentais comme ça des petites douleurs dans la poitrine. J'ai dit, non, c'est pas possible. Je suis quand même un grand sportif. C'est pas possible que ça soit cardiaque. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus avancer. C'était stop. Donc, je me suis arrêté. J'étais à 3/4 du chemin, on va dire. Mais après, peut-être 6 heures de marche. Donc, je n'avançais pas. Et ma famille est venue me rejoindre parce qu'on faisait, donc ils devaient venir me rejoindre et ma mère a regardé ma tête et elle m'a dit t'as vu ton visage, tu es bleu. Et donc j'ai regardé dans le miroir et j'ai vu que j'étais vraiment pas bien du tout. Et c'était quoi? En fait j'avais un anévrisme de l'aorte thoracique. Donc j'avais si tu veux, l'aorte qui sort du cœur, qui est l'artère principale, était doublée de volume. Son diamètre avait doublé. Donc, j'étais presque rupture.
Ouais. Donc, ce sont des ruptures qui sont fatales. Donc, et on a pu expliquer ça ou c'était le rythme de vie ou c'était non, je pense que j'avais une malformation congénitale. Donc, j'avais une valve aortique qui était en malformation. Et puis, avec tout le stress, je faisais beaucoup du sport. Et donc, ça a créé un anévrisme de l'aorte ascendante, en fait, pris à temps, heureusement pour moi. Et heureusement pour Saint-Charbel aussi, qui m'a sauvé la vie. Mais oui, c'est ça. Et Saint-Charbel, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que moi, j'entends souvent Saint-Charbel. Saint-Charbel est un très grand saint libanais qui est adoré par toute la communauté libanaise, que ce soit des chrétiens ou bien des musulmans. C'est un saint qui est très adoré au Liban, très connu dans le monde entier. Saint-Charbel, il faut aller regarder sur Internet, c'est très impressionnant et c'est une histoire de vie d'un ermite qui est extraordinaire. Et toi, tu partais faire des pèlerinages de méditation ou c'était quoi? Simplement, tu voulais... Non, enfin, le lieu est un lieu magnifique. Donc, le monastère est suspendu donc sur une colline extraordinaire et c'est un lieu de recueil. Il y a une énergie terrible dans ce lieu. Et donc, tu restais quelques jours là, alors, dans le monastère? C'est juste pour y aller, se recueillir on prie, donc on fait une messe, et puis on rentrait en voiture. On rentrait pas à pied. Là, on est rentré presque en ambulance, quoi. Là, presque. C'était presque. Ok, donc gros événement qui a quand même chamboulé ta vie. Qui a changé ma vie. Qui a changé ta vie. Tu as quand même continué encore 4 ans dans les urgences? Oui, mais un rythme nettement moins. Nettement. Et puis, retournement de situation aussi, parce que 2014, tu abandonnes, j'allais dire, tu décides de ne plus être urgentiste, et puis qu'est-ce qui se passe après? Donc, j'ai quitté le Liban le lendemain, et j'ai été opéré directement, donc quelques jours après. C'était une urgence chirurgicale, donc. Et là, avec la chirurgie, s'est très bien passé. C'était une chirurgie, donc, à cœur ouvert. Et là, mon rythme a complètement changé. Je n'avais plus pendant quelques mois, je n'avais plus ni le souffle, j'étais fatigué, j'étais un peu essoufflé aussi, mais le temps de récupérer, bien sûr. Et là, j'étais sous médicaments pour le cholestérol, sous aspirine pour empêcher la coagulation, on va dire comme ça. Et puis j'ai été sous médicaments anti-cholestérol, puis j'ai été sous médicaments pour... Des médicaments pour non, en fait, ce sont des protocoles qu'il faut appliquer. Et j'imagine des médicaments pour chaque fois résoudre l'effet secondaire du médicament et... Non, en fait, j'ai eu une petite complication après la chirurgie qui est un trouble de rythme qui est très classique dans des chirurgies cardiaques comme ça. Ce médicament m'a provoqué un problème thyroïdien et donc je sortais d'un problème, je rentrais dans un autre problème. Et j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'avais plus mon énergie alors que la chirurgie s'est très, très, très bien passée. Donc, et on voyait rien, la contractilité du cœur, tout s'était bien passé. À l'échographie, on voyait plus rien. En fait, l'opération était une réussite. Mais les effets des médicaments, ça n'allait pas du tout. Et là, donc, je commençais à chercher un peu pourquoi et comment je peux sortir de cette situation, moi qui suis très très actif. Comment je peux et qu'est-ce que je peux faire? Essayer de comprendre aussi en tant que médecin tout ce qui t'arrivait, quoi. Évidemment, comprendre, je veux dire, pourquoi maintenant, pourquoi à 39 ans, donc en 2009 j'avais 39 ans, et j'ai ce problème-là, et comment je peux surtout diminuer un peu les médicaments que je prenais, parce que je savais que ça me causait, en fait, un après un, j'avais quand même pas mal d'effets secondaires de certains. Ok, oui, donc ta réflexion est partie de comment est-ce qu'on diminue ces médicaments, comment est-ce qu'on diminue ces effets secondaires, et est-ce que tu as eu envie d'avoir une nouvelle approche, en fait, un nouveau regard sur tout ça? Pour te dire, Hippocrate, 400 ans avant Jésus-Christ, disait la maladie vient de l'extérieur, mais la guérison doit venir de l'intérieur. Ok, la chirurgie s'est bien passée, alors pourquoi j'ai besoin de ces médicaments? C'était ça la réflexion. Ok, j'ai un trouble de rythme qui s'est résolu avec un médicament. Et si je vais oser arrêter ce médicament-là, je vais essayer de le faire. Tu vois, donc la réflexion a commencé comme ça. Ah oui, donc c'était vraiment un début de réflexion et de remise en question même de notre manière de soigner. De remise en question à toute ma vie, qui était une vie tout à fait folle. Je dormais plus à l'hôpital que chez moi à la maison. C'était toujours sur adrénaline. En fait, les nuits étaient même à la maison. Je me réveillais parfois, je savais plus si j'étais à la maison ou à l'hôpital.
Je travaillais dans 2-3 centres différents, donc tu te lèves le soir et dis dans quel hôpital je suis ici. Donc, ouais, mais on peut être vite addict, cette oui. adrénaline, et en plus de sauver des gens, donc c'est quand même. Et puis tu prends des décisions sur le champ. Il y a quand même pas mal de stress, mais c'est une médecine qui me convenait à l'époque vraiment bien. Et voilà, j'ai voulu arrêter les médicaments. J'avais 5 médicaments à prendre, et pour moi c'était pas possible. J'ai cherché beaucoup Oui. pour trouver une alternative, en fait. Ok, voilà. D'accord. Et j'ai trouvé l'alternative sur Internet, dans une médecine qu'on appelle l'endobiogénie. Voilà. Donc maintenant, comme on est un podcast qui informe, j'aimerais, Charbel, que tu nous parles d'endobiogénie. On entend ça de plus en plus. Ta patientèle est énormément de gens qui ont le cancer, des pathologies lourdes. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu quelle est ton approche aussi par rapport à la médecine conventionnelle. C'est quoi l'endobiogénie? Alors, tu imagines que tu expliques ça à des enfants qui ont 8 ans. D'accord, on va faire comme ça. Très simple. J'ai découvert l'endobiogénie après pratiquement 1 an et demi de recherche, et j'ai voulu m'informer. Et j'ai voulu voir où je peux être formé en cette approche. Qu'est-ce que l'endobiogénie? Donc, déjà, on prend en grec. Oui, c'est ça. Endo, c'est l'intérieur. Intérieur, oui. Et bio, c'est la vie. Oui. Et génie, c'est la capacité que nous avons chacun à l'intérieur de nous-mêmes pour s'auto-guérir. Ok. Donc, c'est quoi cette capacité que nous possédons et avec qui nous sommes nés, qui est né avec nous plutôt, et qui peut nous amener à la guérison. Okay. Donc c'est très vaste, c'est très complexe. C'est une théorie qui a été mise au point par le docteur de Rafour, qui est un médecin français, dans les années 70, et qui s'est demandé, un petit exemple, pourquoi cet enfant que je soigne pour des crises d'asthme, il revient à chaque période et j'arrive pas à trouver une solution définitive à sa maladie. Okay. Pourquoi j'arrive pas à poser un traitement qui va pas seulement guérir les symptômes, mais essayer aussi de traiter la source de cette maladie-là. Voilà. Et donc, magnifique approche. Là, je pense que personne ne peut la contester, mais c'est basé sur quoi? Parce qu'il y a toute une histoire d'hormones. Je sais aussi, c'est très fort. Oui, tu t'es bien informé. Alors. Non, mais c'est parce que parce qu'on se connaît. Mais voilà, comment est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? En fait, ce modèle mathématique qui a été créé par ce professeur. Voilà. En fait, le docteur de Rafour, je pense qu'il était homéopathe et qui a suivi pas mal de formations. Il voulait voir qui est... Donc, le corps humain est une structure, mais pas seulement une structure, parce qu'une structure, c'est quelque chose de rigide. Mais le corps humain est une structure, mais qui a une fonction. Donc, on est dynamique, on bouge, on s'adapte à l'environnement, on a toutes les capacités pour s'adapter à tout ce qui nous entoure. Mais pourquoi, à un moment donné, ce corps est complètement déréglé, alors que nous sommes la structure la plus complexe? Oui, un jour tu m'as dit le corps est plus complexe que tout le système planétaire, donc c'est très complexe, bien sûr, tu vois. Oui. Donc d'une cellule à un tissu, à un organe, donc à un système, à un organisme, et donc ça monte jusqu'à une connexion avec le cosmos. Donc comment on peut mettre un système qui peut comprendre notre fonctionnement, parce que notre fonctionnement est un fonctionnement unique à chacun. Oui. Chacun s'adapte à sa façon. Et chacun fabrique sa maladie à sa façon aussi. Donc, vu cette complexité, qui gère ce corps humain? C'était ça la réflexion du docteur de Rafour. Okay. Si dans une usine, tu as des milliers d'ouvriers, si tu n'as pas un boss, ça devient compliqué. Okay. Ça sera le chaos, on va dire. Oui. Donc, après plusieurs années de recherche, il décide que le gestionnaire du corps humain, c'est le système hormonal. Bien sûr, donc cette approche est une approche neuro-endocrinienne, donc le système nerveux et le système hormonal, qui gèrent tout le corps humain et qui nous permettent à chaque moment de s'adapter à notre environnement et avec un rôle de chacun, et ce rôle doit être harmonieux
ce rôle doit être dans le temps, dans la quantité de ce qu'on donne et dans la qualité. Ça doit être dans un équilibre parfait. Donc, les hormones, si tu veux, pour expliquer ça à des non-médecins, bien sûr, oui. Le système hormonal est un système, bien sûr, complexe, mais les hormones, c'est comme une clé que tu mets dans une porte. OK. Donc, moi, j'ai besoin aujourd'hui de faire mon système de défense. Mais tu mets une clé dans la porte, dans la serrure, et tu tournes. Et si la clé correspond à cette serrure, mais le corps, le foie, par exemple, fabrique une fonction. Il faut que la demande soit juste et le foie donne. Oui, donc c'est des petits messagers, quoi. Exactement, tu vois. Et donc, mais il y a tout, enfin, je veux dire, au cours de la journée, on est bien d'accord, il faut qu'il y ait de la sérotonine, il faut qu'il y ait de la mélatonine, il faut qu'il y ait le matin, c'est quoi? Le cortisol, il faut qu'il y ait, que tout fonctionne, quoi. Oui, de façon harmonieuse. C'est ça la fonction, en fait. Mais on s'adapte tout le temps, j'imagine, avec le stress, on a trop de cortisol, mais alors on essaie de s'adapter. Et puis, il y a développement de la maladie. Et puis, quand tout ce langage qui existe entre le système hormonal et le système nerveux et les organes, quand ce langage est juste, on va dire, oui. OK, on n'est pas dans la maladie parce qu'on arrive tout le temps à s'adapter. Et on s'adapte, oui. Oui, quand la réponse, c'est un peu complexe, mais quand la réponse n'est pas adaptée ni dans le temps, ni dans la quantité de sécrétions, ni dans la qualité, la maladie apparaît. Okay. Et la maladie apparaît. Et là, donc, on n'est jamais en équilibre de toute façon, parce que l'équilibre, on l'atteint jamais. On tourne autour d'un état qu'on appelle un état autour d'une courbe d'équilibre. Voilà. Oui, c'est ça, parce que quand on a beaucoup de stress ou des chocs ou... comment on gère? Oui. Tu vois? Oui. Par exemple, un exemple simple, face à un stress, moi, je peux faire de l'hypertension. L'autre, il fait un ulcère à l'estomac. Oui. L'autre fait son cancer. L'autre, il ne fait rien du tout. Il passe sans problème. Tu vois, c'est ça qui est vraiment, dans cette médecine, ce qui est génial, c'est que tu essaies de comprendre l'apparition de la maladie, le développement de la maladie. Alors, on va pas rentrer dans le système complexe parce qu'on a une belle histoire à raconter aujourd'hui et je vois le temps qui passe, mais tu fais donc des prises de sang. Bon, c'est pas un podcast sur l'endobiogénie, mais je voulais vraiment informer. Toi, tu suis ta patientèle, ce sont maintenant, à l'heure actuelle, parce que je sais qu'avant, tu prenais beaucoup plus de patients, mais maintenant, c'est vraiment que des patients du cancer. Mm-hmm. Est-ce que tu peux dire de manière, courte, simple, donc tu suis ces patients et tu leur donnes un traitement qui est complémentaire au traitement conventionnel, hein? C'est une très bonne question parce que les gens pensent que nous faisons une médecine alternative, en fait. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une médecine alternative. Et ça, c'est vrai, on parle pas de l'endobiogénie aujourd'hui, mais c'est une médecine intégrative. Mm-hmm. Et qui va venir compléter quelque chose là où la médecine n'a pas pu répondre à une demande ou bien à une question. Donc, il faut pas dire que on fait de la phytothérapie. On fait pas de la phytothérapie. On fait une médecine qui est basée sur la physiologie humaine, basée sur les connaissances les plus récentes de la physiologie, et qui vient compléter un déficit ou bien qui va venir compléter une demande d'un patient ou bien qui ne répond pas à un traitement. Donc, on essaie toujours de comprendre et on accompagne. C'est un accompagnement donc avec c'est complémentaire, mais qui est basé. Les traitements sont basés sur des plantes médicinales, des plantes qui sont agréées. On a une traçabilité de la plante. Et on forme des médecins, donc on est des médecins, on n'est pas des phytothérapeutes qui ont eu un diplôme. La phytothérapie a été mal vue parce que la phytothérapie, il y a des gens qui ont été formés en phytothérapie en une semaine et se sont déclarés phytothérapeutes. Mais ça c'est l'erreur. Ici, ce sont des médecins qui y accompagnent un patient, qui connaissent le traitement, qui connaissent sa chimiothérapie, qui connaissent les médicaments classiques et qui viennent avec un apprentissage qui dure 2 ans compléter ce que le corps n'arrive pas à faire. Voilà. Oui, et toi, tu as une maîtrise absolument parfaite de tout ce qui est chimiothérapie, de tous les traitements oncologiques. Oui, malheureusement, actuellement, tous mes patients, 80% sont des patients avec des pathologies cancéreuses stade avancé ou bien au début, et des maladies auto-immunes aussi. Je pense qu'on va faire un podcast spécialement sur l'endobiogénie. Promis, alors. Je pense que ce serait mieux, mais simplement, je trouve que c'est chouette d'ouvrir le champ des possibles et de
simplement d'informer sur ce qui existe, parce que maintenant, on peut trouver de l'endobigénie partout, hein, dans le monde. Oui, bon, il y a de plus en plus de médecins qui se forment, de simplement s'intéresser à cette approche. Et voilà, je pense qu'on ira un peu plus dans les détails dans un autre podcast. Mais toi, c'était important pour toi d'accompagner des gens qui avaient le cancer. Oui, pour moi, c'était important. C'était important parce que ce sont des patients qui, c'est lourd. Ils veulent comprendre. Ils veulent aller plus loin dans la recherche de la compréhension de leur maladie. Donc, il y a toute une prise en charge, pas seulement physique, mais nutritionnelle, psychologique. Donc, ça monte à des niveaux, pas seulement protocole chimio qui est très bien avec toute l'évolution de la médecine actuellement, c'est indispensable. Mais aussi, il faut soigner le corps aussi de notre façon. On va aussi mettre le corps, tous les organes en harmonie. Okay. C'est difficile à imaginer pour quelqu'un qui n'a pas fait de la médecine, mais vraiment, on ne fragmente pas l'homme. L'homme ne peut pas, l'homme avec un H majuscule, l'homme ne peut pas être fragmenté. Les oncologues, les rhumatologues, tous, ils font un travail magnifique. Et la chirurgie, c'est irremplaçable. Voilà, je suis là devant toi parce que j'ai été sauvé. Mais en endobiogénie, on essaye de traiter la totalité, l'intégrité du corps humain sans fragmenter l'homme, mais en se basant sur des plantes médicinales. Oui. Voilà. Et j'insiste quand même toujours que c'est ça, c'est bien complémentaire et que tu ne vas jamais dire à quelqu'un d'arrêter sa chimio. Non, c'est pour cela qu'on a décidé de travailler avec des médecins. Voilà, exactement. Donc, pour ne pas prendre de risques et pour ne pas faire n'importe quoi avec cette approche qui est vraiment pour moi une approche extraordinaire de tous les points de vue et le respect qu'on peut rendre à l'homme aussi. Et le corps humain va comprendre le message des plantes parce que ce qui est important, c'est que tout ce qui a existé avant nous, il est à l'intérieur de nous. Quand tu donnes, donc les plantes ont existé avant, quand tu donnes une plante dans n'importe quelle forme, mais je te jure que le corps reconnaît ses ancêtres. Mais c'est de la médecine ancestrale, en fait, quelque part. C'est ce que l'homme se soignait comme ça auparavant. Oui. Donc, on peut pas dire que... Et puis, il faut pas non plus oublier que 70% des médicaments qui sont sur le marché sont à base de plantes. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi ne pas mettre la plante dans notre système de santé? Oui. Tu vois? Bon, ça va vraiment faire l'objet d'un autre podcast parce que je suis tellement intéressée. Mais tu as une histoire à nous raconter aujourd'hui, une histoire très touchante. Oui, exactement. D'un petit garçon qui s'appelle Charbel aussi. Et voilà, c'est pour ça que tu m'as contacté pour raconter. Pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, j'avoue que je t'ai demandé de garder un petit peu la surprise et de pas tout me raconter. Donc, je vais découvrir en même temps que les auditeurs quelle est l'histoire de Charbel et comment est-ce que tu as rencontré Charbel. Comme je t'ai dit, donc je suis libanais et on sait très bien que le Liban passe des moments très difficiles depuis l'explosion du port de Beyrouth en août 2020 et la situation s'est dégradée très vite dans un pays qui est un pays vraiment magnifique où le peuple est un peuple magnifique aussi. Donc, je vais commencer l'histoire avec l'année passée, donc en été 2022, donc juillet 2022. Oui, donc il y a quelques mois. Ouais, c'est ça, 6 mois, exactement. Oui. Je partais au Liban, donc j'ai préparé ma valise, j'étais vraiment super content que je veux retrouver, et tous mes amis, mais t'as pas peur d'aller au Liban? C'est un pays très dangereux, mais le Liban n'est pas un pays dangereux du tout. Le Liban souffre pour le moment, mais reste un pays très agréable à y vivre. Et une amie me téléphone, une amie belge, donc qui me téléphone, elle me dit, Charbel, c'était un dimanche, Charbel ouvre France 2, il y a une émission sur le Liban, le pays du chagrin. Du chagrin. Oui. Et j'ai dit, écoute, Rénie, elle s'appelle Rénie, c'est une très bonne amie. Et j'ai dit, Rénie, je ne saurais pas. Je ne saurais pas ouvrir, je ne peux plus voir d'émissions comme ça. Moi, je suis très sensible à la souffrance, pas seulement la souffrance des Libanais, mais la souffrance en général. J'ai dit, écoute, non. Elle m'a dit, si, tu vas ouvrir et tu vas découvrir l'histoire de Petit Charbel à la télévision. Je n'ai pas ouvert parce que je ne voulais pas. Et donc, Rénie a enregistré tous les... le prénom de Charbel, c'est un enfant. Donc c'était une émission sur ce petit garçon. Non, c'était une émission sur le Liban et l'histoire de ce petit passait à la télévision dans l'émission pendant 10 minutes. Oui. Et donc c'est passé sur France 2 le dimanche 10 juillet, si mes souvenirs sont bons, 2020. Donc on peut retrouver l'émission.
Et il y avait, donc on savait dans quel hôpital il était soigné, ce petit Charbel, qui a 7 ans. Donc il est né en 2015 et Charbel était soigné dans un hôpital qui était situé près du port de Beyrouth, donc il a été essoufflé complètement pendant l'explosion. Donc on retrouvait plus son dossier ni des archives, mais il était pris en charge par un pédiatre et un prêtre qui essayait de l'aider. Donc, il avait quoi comme maladie? Donc Charbel est un orphelin qui a perdu sa maman à la naissance. Donc il a été placé dans un orphelinat. À l'âge de 1 an... Elle est morte en couche Je ne sais pas l'histoire vraiment pour te dire. On n'a pas connu l'histoire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la suite de l'histoire qui m'intéresse beaucoup parce que... Mais il était dans un orphelinat, de toute façon. Oui. Donc il a été accueilli par un couple de personnes formidables. Qui l'ont adopté. Exactement. Il a été accueilli à l'âge d'1 an. En fait, le stress, la mort de sa maman lui a causé un déficit immunitaire qui est très, très, très grave, qui nécessitait souvent une hospitalisation. Il était souvent malade avec des pneumonies, avec des infections récidivantes et avec des antibiotiques. Donc, ce couple-là l'ont adopté. En 2020. Sa maman adoptive meurt de la Covid, en fait. Oh, purée. Ouais. Donc, une dame âgée? Non, c'était une dame, je pense, que je n'ai pas connu sa maman d'une 50aine d'années, comme l'âge du papa adoptif actuel. Donc, 2 pertes, la mère biologique et la mère adoptive, pour un enfant qui est à l'époque 5 ans, c'est un très grand choc. Donc, difficile à comprendre. Charbel refait une rechute très grave de sa maladie et plus moyen de le stabiliser. Il est souvent hospitalisé avec des injections, mais la fréquence de l'hospitalisation devient de plus en plus fréquente, de plus en plus courte, et avec des températures. Donc, il n'a pas une vie, il n'arrive pas à avoir une vie comme un enfant de son âge. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit ça va, je vais directement là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que, comme si Saint Charbel qui m'a sauvé en 2009. Oh, c'est ça l'histoire. Il m'envoie un autre message. Ouais. Voilà. Des émotions qui montent, mais c'est ça qui est beau. Et donc, tu pars dans cet hôpital rencontrer Charbel? Voilà, on part, on le rencontre, on étudie le dossier. Et puis, j'ai promis de le ramener en Belgique pour le soigner. Donc, tu as rencontré cet enfant? Ah oui, bien sûr. On l'a rencontré en juillet. Rencontré le papa. J'ai rencontré le papa adoptif. On a parlé avec le staff médical qui est génial, mais il n'y a pas les moyens, ni les moyens financiers, ni les moyens... Ni les médicaments qu'il faut? Oui, médicaux, tu vois. Donc, il faut peut-être une greffe de moelle, il faut des soins beaucoup plus profonds que donner des antibiotiques et des immunoglobulines qui remplacent ton système immunitaire. Il n'y a pas la possibilité de faire ça au Liban pour le moment? Pour le moment, on cherche aussi. On cherche sur 2 fronts. On cherche au Liban. Et donc là, j'y vais au Liban après-demain. Donc, je vais encore tâter le terrain. Et en Belgique, donc, il y a un hôpital en Belgique qui a accepté de le prendre en charge. Mais les soins ne sont pas remboursés. Les soins en Belgique, bien sûr, pour un étranger, ne sont pas remboursés. Donc, on a créé une ASBL qui s'appelle SOS Belgo-Liban, qui va donc prendre en charge, va prendre en charge les frais. Donc, on est en train de récolter des fonds. Et donc, j'ai l'impression que tu as eu comme un, je sais même pas comment on dit en français, it's a calling, enfin, appelé à sauver cet enfant. C'est une sacrée mission quand même que tu te... Mais écoute, je ne pouvais plus, je sais pas, c'était plus fort que moi. Et tout le monde me dit, mais pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre? Mais ça, je ne sais pas te répondre, c'est comme ça? Oui, parce que j'imagine que tu as dû être face, et je t'ai posé la question aussi, pourquoi lui, et il y a des millions d'enfants qui souffrent, mais là, tu as un message de sensibilisation aussi. Écoute, c'était pour remercier Saint Charbel, déjà. Et cet enfant, quand tu le regardes, malgré tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, il a toujours une lueur d'espoir et de lumière dans ses yeux. Et il se bat en toute humilité, en tout silence.
c'est fini. Une fois que tu crois son regard, tu peux pas rester sans rien faire, c'est pas possible. Donc, il est conscient qu'il va arriver en Belgique, là? On a réussi à lui obtenir un passeport au Liban, à faire son assurance. Et donc, les soins en Belgique coûtent... on est autour de 200 000 euros pratiquement. Pour une greffe, en fait, alors, oui. Pour une greffe, très probablement. Mais il faut faire une mise au point. Ça veut dire il faut faire des prises de sang plus approfondies. Et il n'a pas de fratrie, donc la recherche d'un donneur... c'est malin, c'est difficile. Oh là là, donc oui. c'est ça que les soins sont plus onéreux. Oui, on peut pas aller directement chercher chez un frère ou une sœur. Non, oui. c'est ça le problème. Oui. Donc on cherche. Et donc on cherche pour la Belgique, éventuellement au Liban aussi. Je continue ma recherche. Là maintenant, c'est ce que tu vas faire maintenant pendant les. J'ai pris des contacts aussi au Liban et j'ai des rendez-vous la semaine prochaine entre les deux fêtes pour pouvoir agir sur place. Tu es appelé à ça, tu dois le faire. Oh oui, on veut donc pourquoi Charbel et pas un enfant indonésien, africain, haïtien, ça n'aurait pas fait la différence pour moi. Je veux dire, pour moi, ça aurait été franchement la même chose. On peut pas sauver tout le monde, Rémi, donc malheureusement, c'est comme ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est semer autour de toi ce que tu peux faire comme bien. Et c'est petit à petit que main dans la main qu'on va évoluer et c'est comme le message que je t'ai envoyé, c'est petit à petit, je fais ce qui est dans mon possible autour de moi. Tu fais la même chose, mon collègue fait la même chose et c'est comme ça. Et je suis impuissant devant l'injustice et devant les enfants malades du monde, mais je fais à mon niveau et j'ai décidé de faire ça. Merci en tout cas, Charbel. Alors, donc il pourrait être pris en charge ici en Belgique. Je l'espère. Oui. Et toi, tu vas essayer aussi d'apporter toute ta connaissance d'endobiogénie et de le soigner aussi avec des plantes. Oui, évidemment. Je vais essayer de faire une prise de sang là-bas, sur place, au Liban, plus développée. Je vais chercher s'il y a un laboratoire sur place qui peut faire nos prises de sang, qui sont des prises de sang très poussées quand même, et puis voir ce qu'il y a moyen de faire. Et le papa a accueilli cette nouvelle avec joie. Donc, ce serait de faire venir le papa aussi. Non, le papa est un homme vraiment magnifique, en silence, en prière et dans la foi. Et il croit beaucoup à quelle était la probabilité que mon ami Rémi regarde l'émission, que je tombe sur lui, tu vois, sur ce petit Charbel. Donc, la probabilité était improbable, on va dire. Et donc, il y a quelque chose qui s'opère en lui et qui s'opère en nous, tous ceux qui ont décidé de l'aider. Et son papa est d'une humilité et d'une résilience. Franchement, il garde une foi et il l'accompagnerait ici en Belgique alors pour oui, les traitements? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre que son papa adoptif et sa tante, donc la sœur de la mère adoptive. Il faut regarder ses yeux, sa détermination. Pour un enfant de 7 ans, je te jure que c'est grandiose. Et tu m'as dit que quand il y avait la possibilité de le faire venir en Belgique, son état s'est amélioré. Il s'est amélioré, il n'a plus été hospitalisé pendant plusieurs semaines. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique, quoi. Ouais. Qu'on y croit ou bien on n'y croit pas, c'est la vérité. Écoute, Charbel, merci. Voilà, je donnerai un petit peu des infos par rapport à cette levée de fonds, même si c'était absolument pas l'objet du podcast. Tu avais vraiment une belle histoire à raconter. Quels sont tes rêves? Je vais clôturer parce que on aurait pu déjà clôturer parce que c'est des magnifiques messages d'espoir. C'est un beau message d'espoir en fait que tu nous transmets. Mais quel est ton rêve pour la médecine de demain? Mon rêve pour la médecine de demain, mais je me suis pas préparé pour cette question. Mais on peut faire une petite pause, mais non, je vais te répondre comme ça vient, comme ça. Mon rêve, c'est que chaque médecine, que ce soit la médecine conventionnelle, donc allopathique, que ce soit la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, la naturopathie, qui n'est pas une médecine, mais c'est une approche humaine, que ça soit la phytothérapie, l'endobiogénie, l'homéopathie, je l'ai dit, l'acupuncture. Si mon rêve, c'est qu'on puisse s'asseoir, nous, médecins, tous spécialistes dans notre domaine, autour d'une table et pouvoir discuter de chaque patient et qu'est-ce qu'on peut amener à ce patient en plus
et pas dire, et pas jurer seulement par la médecine allopathique et pas jurer seulement par la médecine phytothérapeutique. Mais pour le bien-être du patient, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment on peut coordonner nos efforts tous ensemble pour le bien-être de cet être humain. Et ça sera vraiment pour moi un grand soulagement. Un grand rêve, bien sûr. Un grand rêve, oui, mais est-ce que tu penses que c'est jouable? C'est jouable, ça commence à s'ouvrir un peu, oui. On voit dans les hôpitaux l'acupuncture qui commence à s'ouvrir, on voit que du shiatsu qui commence aussi à s'opérer dans certains centres. On voit tous les soins de support dans le cadre du cancer aussi. Voilà, la nutrition. Donc mes confrères et mes consoeurs ont souvent peur de la phytothérapie. Peur de toi peut-être. Qu'est-ce qui nous fait? Ils connaissent pas, mais peut-être ils connaissent pas. Voilà, c'est ça. Mais si on peut communiquer d'une façon plus franche, plus ouverte, répondre aux mails, à mes lettres, ça sera donc pour les rassurer déjà. Et pour leur dire pourquoi j'ai prescrit ça et ça et ça, et qu'est-ce que je cherche, et quelles sont mes indications, et leur donner des références comme quoi il n'y a pas de danger en utilisant cette chimiothérapie ou bien telle immunothérapie, je pense que tout le monde est gagnant, et surtout le patient. Tu essaies de rentrer en contact avec tous les oncologues, oui. Mais ils te connaissent maintenant dans les hôpitaux. Oui, Tout le monde te connaît maintenant dans les hôpitaux. Oui, on devient, parce qu'on fait vraiment, je pense, un travail de humain à humain. Et voilà, mais une petite... les oncologues, surtout les oncologues, parce que malheureusement c'est comme ça, commencent à s'ouvrir. Exactement, en fait. Ils voient que ce qu'on fait et que le patient va mieux, finalement. Et qu'il peut continuer son traitement. Mais c'est un problème d'information, en fait, tout ça. Exactement. L'endobiogénie n'est pas encore très connue parce que c'est une théorie qui est très récente. Mais grâce à ce travail que toute l'équipe fait. Et dans d'autres pays, aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, il y a une toute petite communauté, mais en France, oui. J'ai formé des gens en Lituanie, en Angleterre. Oui. Et nous sommes en train de former en Bulgarie, à Sofia, actuellement. On a beaucoup de demandes pour l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc. Voilà. Ah ben voilà. Ça prend du temps. Mais on y croit. Oui. Mais écoute, merci Charbel. J'ai hâte de poster cet épisode qui sera le premier épisode de 2023. Wow, merci. On va souhaiter une bonne année à toi, Charbel, et à petit Charbel. Une bonne année à à tous les humains, à toute la Terre, on va dire. Voilà, à toi aussi. Merci beaucoup. Je peux juste te poser quand même encore une question, parce que est-ce que tu médites? Je médite, oui. Voilà, je voulais juste que tu me dises un petit mot, parce que je sais que tu m'as souvent dit, je pars méditer pendant une semaine. Oui. Tu fais ça fréquemment, non? Partir méditer? Avant le Covid, oui. Je partais méditer, parfois 2-3 jours. Ou bien je m'isolais au Liban et en Inde aussi. Oui. Et maintenant, quand les voyages ont été interdits, je me suis réfugié vers le Qigong et le Tai Chi, qui sont des formes de méditation, tout en bougeant. Et ça te recentre? Oui, sans ça, c'est pas... journées de... oui. Sans ces exercices de respiration et d'énergie, c'est très difficile, parce que les journées sont vraiment très difficiles. Oui, tu vois des patients quand même qui sont atteints de pathologies. Oui, c'est très difficile. Écoute, merci pour toute cette belle ouverture. Merci, que 2023 soit une bonne année pour tout le monde. Voilà. Merci Charbel. Merci beaucoup. C'est la première fois que je reprends la parole après un enregistrement de podcast, mais je le fais à la demande du grand Charbel, qui souhaitait alerter mes auditeurs, donc vous alerter, de la levée de fonds qui s'organise pour sauver le petit Charbel. Alors, c'était pas du tout le but de ce podcast, bien sûr, mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous en faire part. Et j'aimerais rebondir sur la phrase de Mère Teresa et simplement vous dire que si vous désirez être une petite goutte dans la vie du petit Charbel, vous trouverez un lien vers la cagnotte solidaire dans la description de ce podcast, ou vous pouvez également envoyer un mail à mon adresse email qui est également dans la description de ce podcast. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes.
Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!